Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24. Les États-Unis et la Chine ont signé un accord historique en vue de la conférence climat de Paris fin 2015. Les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre ont pour la première fois fixé des objectifs d'un pic des émissions de gaz à effet de serre. Pour la Chine, ce pic sera autour de 2030 avec l'intention d'essayer d'y arriver plus tôt. De leur côté, les États-Unis se sont engagés sur une réduction de 26 à 28% de leurs émissions d'ici à 2025 par rapport à 2005. C'est la première fois que la Chine s'engage sur l'année à partir de laquelle les émissions cesseront d'augmenter. Laurent Fabius et Ségolène Royal ont salué cet accord qualifié d'excellente nouvelle pour la planète. Mais alors quelles en sont les conséquences sur l'économie, sur l'industrie? Les énergies renouvelables vont-elles connaître également un pic? On en parle avec Eric Scotto, il est PDG d'Aquo Énergie, une grosse PME de 180 personnes, premier producteur indépendant français d'énergie renouvelable. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant de revenir sur cet accord historique entre les États-Unis et la Chine, Eric Scotto, je voulais simplement retracer un petit peu votre parcours. Aquo Énergie a été créé en 2007. Vous êtes spécialisé dans les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, le biomasse, l'hydraulique. Et puis, vous avez fait une petite révolution puisque vous avez développé l'aspect stockage de l'énergie solaire. Expliquez-nous cela. C'est apparemment l'avenir, si je comprends bien. Alors l'avenir en matière d'énergie renouvelable, il y a beaucoup de pistes. Après l'ère du constat en matière de situation climatique, je crois qu'on est en train de passer à l'ère des solutions, et puis ces solutions, elles existent. Donc solution dans le solaire, le stockage, justement, parce qu'on dit toujours que c'est la problématique des énergies renouvelables, on sait les produire, mais après, il faut les stocker, parce qu'il n'y a pas du vent toujours, il n'y a pas du soleil tout le temps. Alors on va essayer de faire le stockage pour les nuls, si vous voulez bien. Donc ça sert à quoi le stockage? Le stockage, l'idée, c'est pas forcément, dans un premier temps, de produire la nuit. L'idée du stockage, c'est d'être un auxiliaire du réseau, c'est de permettre à l'opérateur réseau, en l'occurrence lorsqu'on parle de la France, EDF et ses filiales qui gèrent le réseau, de leur permettre de compter sur les énergies renouvelables. Donc vous avez parlé d'intermittence tout à l'heure. L'idée du stockage, c'est de gommer cette intermittence, c'est-à-dire grâce à une capacité de stockage installée, pouvoir prévenir l'opérateur en fonction de la météo du lendemain, de prédire, de prévoir quelle sera notre production le lendemain, et surtout grâce à ces batteries, puisque là en l'occurrence il s'agit de conteneurs remplis de batteries, enfin on pourra en revenir là-dessus, ce sont des solutions technologiques éprouvées qu'on connaît, néanmoins qu'on a rassemblées et mises ensemble. Elles servent à quoi? Elles servent à en fait produire un plateau, c'est-à-dire que demain, de telle heure à telle heure, en fonction de la course du soleil, je vais avoir une production qui va monter en ligne droite, et ensuite un plateau. Et toute la journée, je vais être capable de fournir une énergie permanente. Ça, c'est nouveau, c'est un peu votre révolution technologique. Ça, c'est la nouveauté, c'est de pouvoir collaborer et discuter et parler instantanément avec le réseau, et lui permettre, quand vous avez un passage de nuages, lui permettre de toujours compter en fait sur le même niveau de production d'énergie. Pourquoi? Parce que les batteries vont venir au secours de la baisse de production soudaine de la centrale, puisque le nuage va opacifier l'accès aux rayons solaires, et donc votre production va baisser instantanément, et à ce moment-là, les batteries jouent ce rôle de compensation en fait de cette baisse de production. Donc c'est ça là. En fait à la production de baisser. Alors la production devient une production de base, devient une production stable. Donc ça l'opérateur de réseau adore. Donc par rapport à votre remarque de tout à l'heure, ça va entraîner quoi? Ça entraîne un énorme espoir. Ça nous permet aussi de tordre le cou à des idées reçues. Non, les énergies renouvelables ne sont pas limitées à un pourcentage très faible d'injection dans le réseau de 20%, c'est faux. On peut, à l'instar de ce qu'on fait déjà à La Réunion avec 38% d'énergie renouvelable, on peut encore accroître la part des énergies renouvelables dans le réseau. Vous le faites à La Réunion, en Corse également? La Réunion, en Corse, aux Antilles, sur l'ensemble des territoires ultramarins, pas malins, parce qu'en plus ils sont malins, donc c'est un bon lapsus. Ils sont marins et malins. Ils sont ensoleillés aussi. Et ils sont ensoleillés. Voilà. Mais ce qu'on permet de faire, c'est on permet d'accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique sur une île grâce au stockage. Alors justement, pour en revenir à cet accord entre les États-Unis et la Chine, accord historique sur les nouveaux objectifs concernant les émissions de gaz à effet de serre. Alors la Chine parle de 2030. Alors c'est sûr que 2030, ça n'est pas pour demain. Est-ce que vous pensez tout de même que c'est un accord historique, et est-ce que finalement ça pourrait être une opportunité nouvelle également pour l'énergie renouvelable? Alors je ne peux que saluer cet accord puisque c'est la première fois que les deux plus gros pollueurs de la planète s'accordent sur des chiffres.
et semble vouloir aller vers une solution contraignante. Maintenant, on est à 1 an de la conférence sur le climat, 1 an de la COP 21. Donc je salue cet accord, je l'encourage. Maintenant, on va s'attacher à être bien certain qu'il y ait des solutions qui soient mises en place et mises en face de cet accord, sachant que c'est un accord... alors, il y a 2 façons de voir les choses. Il y a l'approche top-down, comme on dit, c'est-à-dire que c'est des gouvernements qui décident et qui vont mettre en place des législations, un aspect réglementaire qui va donner une certaine stabilité et qui va inciter les gens à investir vers les énergies renouvelables. Ça, c'est essentiel, mais c'est pas suffisant. Donc les États-Unis pourraient prendre un virage, malgré le lobby pétrolier, malgré les gaz de schiste, il pourrait y avoir un virage de l'industrie du renouvelable aux États-Unis? Ce virage, il est inexorable. Il est inexorable. Je ne vais pas répéter tous les chiffres auxquels vous avez accès, tous les chiffres des scientifiques qui aujourd'hui sont prouvés. La problématique, c'est celle du coût. C'est toujours celle que l'on met en avant. C'est trop cher de faire du renouvelable. Alors peut-être qu'avec la technologie du stockage, là, les coûts pourraient être moindres à terme. Alors, peut-être que cet accord intervient aujourd'hui, puisque la problématique du coût n'est plus un problème, n'existe plus. La réalité, c'est que ça n'existe plus. Ça existe de façon sporadique dans un certain nombre d'États où l'électricité est peu chère pour des raisons historiques, mais sur pas mal de zones de la planète, et il n'y a qu'à reprendre le dernier rapport de l'IRENA sur les zones insulaires où vous avez une problématique de la logistique de l'accès à l'énergie qui est souvent un mix fuel, carboné, charbon, etc. Le coût de l'électricité dans ces zones est extrêmement cher. Dans l'état actuel de la technologie aujourd'hui, grâce aux technologies chinoises, grâce aux Américains qui sont en pointe sur l'éolien, aujourd'hui, le coût des énergies renouvelables est compétitif, est extrêmement compétitif, voire même sur certaines zones beaucoup moins cher que le mix carboné. Donc c'est le bon moment pour les États-Unis, justement, pour dire allez, on y va? Je crois que c'est le parfait moment, le moment le plus approprié pour les États-Unis, ça c'est une chose, et le moment le plus approprié pour les Chinois qui sont déjà dans le solaire depuis un certain temps. Qui sont dans le solaire et qui commencent à prendre, à connaître de plein fouet la problématique du réchauffement climatique et avec la pollution. Enfin, je pense que vous avez vu aussi que certains quittent les villes. Alors on dit que oui, mais les ils se villes refusaient toujours à l'afficher, justement, dans le cadre d'une conférence internationale. Oh, je crois que c'est toujours un jeu de poker menteur. J'y vais, t'y vas. Pourquoi Moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'en fait, ils font partie des leaders mondiaux en matière de technologie permettant l'accès, permettant le développement des énergies renouvelables. Donc pour eux, c'est aussi une question économique. À partir du moment où il y a du profit, et aujourd'hui, il peut y avoir du profit avec les énergies renouvelables pour les industriels, il y aura de nombreuses, contrairement à ce qu'on dit, de nombreuses créations d'emplois. Les énergies vertes, cette fameuse révolution verte est extrêmement... Justement, on n'a pas vu les fruits de cette révolution verte, pour l'instant, en tout cas en termes d'emploi. Si vous voulez, on était dans une situation avant 2008 où on était tous d'accord. Il fallait pousser, il fallait y aller. Il fallait y aller, on pensait que ça serait une révolution, qu'il y aurait de l'emploi derrière. Ça ne s'est pas produit de cette façon. On a juste été confronté à une crise économique sans précédent qui a ralenti. Qui a stoppé net tout un tas d'initiatives. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de la digérer, il faut la digérer et il faut repartir vers cet élan qui consiste à mettre en avant les solutions. Les solutions existent. Le coût des énergies renouvelables aujourd'hui est compétitif dans la plupart des pays de la planète. Qu'est-ce que ça veut dire pour le charbon? Ça reste quand même la première ressource d'énergie en Chine. Qu'est-ce que ça signifie du côté des gaz de schiste aux États-Unis, qui aujourd'hui devient la première source d'énergie? Le gaz de schiste est une énergie abondante aujourd'hui aux États-Unis, sauf qu'on est encore sur une énergie fossile qui a mis des millions d'années à se créer. Donc, pour moi, c'est anachronique. On y va parce que c'était une question de coût, effectivement. On a pu c'est peu cher, il y en a en abondance, ça permet l'indépendance énergétique face aux pays du Golfe. Exactement. Simplement, les Américains ne sont pas dupes, ne sont pas stupides. Ils savent très bien qu'ils pompent sur les mêmes réserves au même moment. Donc, à un moment donné, il va y avoir une petite problématique de disponibilité. Ça, c'est le premier point. Tout le monde sait que le prix du gaz, que le BTU va pas rester à 3 $ et qu'on va augmenter de façon conséquente dans les années à venir. Donc, de toute façon, c'est le bon moment aussi de regarder vers les énergies renouvelables parce que les Américains sont des gens aussi qui ont
la chance d'avoir des grands couloirs de vent sur le Midwest. Et il y a une telle ressource en termes de vent qu'ils peuvent aujourd'hui, grâce aux technologies, dont ils sont aussi propriétaires, et une des premières entreprises éoliennes au monde est américaine, ils savent très bien qu'on peut produire très peu cher des énergies renouvelables. Alors, il y a la problématique du stockage et la problématique du transport, parce que c'est difficile de transporter une énergie dont la source, justement, sont les énergies renouvelables. C'est tout l'intérêt des énergies renouvelables. Et c'est aussi sa difficulté à émerger. C'est puisqu'en fait, on est sur un modèle de production énergétique et un modèle de transport de cette énergie vieux depuis plus de 100 ans, qui consiste à centraliser les moyens de production et centraliser les moyens de distribution, donc avec des grandes lignes de transport onéreuses, avec des pertes en termes de transport, des pertes techniques, etc. Donc ça, c'est un modèle qui a vécu. Les énergies renouvelables, c'est pas ça. Les énergies renouvelables, c'est une ressource naturelle de l'eau, du soleil, du vent. Il faut consommer près de la source de production. En fait, c'est l'antithèse du modèle qu'on a vécu jusqu'à présent. C'est on produit localement et on consomme localement. Et ça, technologiquement, aujourd'hui, on sait le faire. Donc, ce dont on discutait tout à l'heure en matière de stockage est aussi une opportunité pour des continents comme l'Afrique, où aujourd'hui, vous avez une faiblesse sur les infrastructures de transport. Et je dirais l'Afrique doit sauter une génération comme elle a su le faire dans la téléphonie. On est passé de pas de téléphone au portable. Ben là, on va passer de pas forcément d'énergie dans cette petite bourgade ou ce village africain à une énergie la plus développée possible, la plus propre possible, qui sera les énergies renouvelables, avec un réseau local intelligent. Les technologies aujourd'hui sont là, elles existent et on sait les déployer. Le potentiel est énorme, d'après ce que vous dites. Le potentiel est colossal. Enfin, avis aux investisseurs et aux avis aux investisseurs. Et donc, en fait, ce qu'on souhaite, et c'est pour ça aussi qu'on aime parler de ces sujets, ce qu'on souhaite, c'est que l'expérience qu'on vient de faire, qu'on est en train de déployer, soit un modèle. Et ce qu'on souhaite principalement, c'est inciter les gens, les entrepreneurs, à nous copier, à faire la même chose. Il y a du travail pour de nombreuses années, donc s'il vous plaît, faites comme nous. Merci Éric Scotto d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.